Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On l'a vu il y a quelques instants, ce qui s'est passé évidemment à Koungou, ce qui s'est passé à Bandrabois, ce qui s'est passé encore hier du côté de Passamanti. Des glissements de terrain se succèdent sur notre département. On a avec nous Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que clairement on est dans le même cas de figure entre Koungou, Passamanti, Bandrabois, ça reste des glissements de terrain? Oui, ce sont des glissements de terrain, mais je pense que les causes ne sont pas forcément les mêmes sur les trois situations que vous évoquiez il y a quelques instants. Oui, alors qu'est-ce que les différences, c'est quoi? Vous avez d'un côté des zones où l'urbanisation s'est faite de manière anarchique, où il y a eu beaucoup de déforestation qui ont permis la construction d'habitations. Illégales souvent? Alors ça, après, Ouais. moi, je ne suis pas responsable des terrains, donc je ne sais pas si c'est illégal ou si c'est pas illégal, mais juste d'un côté environnemental, quand on enlève des arbres, qu'on enlève toute la végétation et qu'on construit des maisons et qu'on est sur une zone à risque, forcément, à un moment donné, l'eau ne pénètre plus dans le sous-sol, puisque forcément, ce sont les plantes qui permettent à l'eau de pénétrer dans le sous-sol. Donc comme il pleut beaucoup en ce moment, forcément, l'eau ruisselle, il n'y a plus rien pour retenir la terre, donc la terre dévale et emmène les maisons. Ça, c'est ce qui s'est passé à Koungou. Exactement. Ouais. Et dans les deux autres cas, ce sont plutôt des collines qui sont fragilisées parce qu'encore une fois, on est dans des zones d'aléas, donc des zones à risque, et que la pluie également, les conditions climatiques ont accéléré, fragilisé, augmenté le risque. Et comme il n'y a pas eu peut-être d'entretien de ces collines, elles se sont effondrées. Anne-Constance, vous dites qu'on est dans des zones à risque, mais pourtant on a construit légalement. Là, on n'est pas. Je prends l'exemple de Passamanti. On n'est pas dans le cadre d'une construction d'un banga en tôle. On Non. parle pardon Sam, mais on parle de lotissement de luxe, de haut niveau en tout cas, et c'est construit en parfaite légalité. Oui, mais personne ne découvrira que plus de 80% du territoire de Mayotte est subi ou pourra être confronté à un aléa dit risque, érosion, inondation, submersion. 80% du territoire est une zone à risque. Bien sûr, donc à partir de là, on ne peut pas être surpris non plus quand un incident ou un accident se produit. C'est une réalité dont il faut avoir conscience. Ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire que pour les maisons, je parle de tout ce qui est légal, qui est construite légalement sur un terrain prévu à cet effet, mais qui est dans le cadre de ces 80% du territoire, il y a un vrai risque? Un vrai risque. Il y a un risque. Après, derrière les politiques publiques, la manière également dont on construit, dont on entretient les terrains permet de maîtriser le risque. Le côté positif, c'est que quand vous savez qu'il y a un risque, vous pouvez mettre en place des politiques publiques qui permettent de faire que ce risque ne devient pas un accident. Le problème, c'est que quand vous avez des collines qui sont fragilisées, que vous ne faites peut-être pas les études nécessaires pour mesurer l'évolution de la fragilité de la colline, forcément, quand les conditions climatiques se déchaînent, ce qui est un petit peu le cas en ce moment, le risque survient. C'est un petit peu normal quelque part. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Anne-Constance. Oui, mais je vous entends haut et fort, mais encore faut-il appliquer et faire respecter les politiques publiques. Parce que quand on dit qu'il est interdit de couper un arbre sans l'autorisation de la DAF, là, dans l'occurrence, dans ce quartier-ci, je ne suis pas sûr que la DAF ait été sollicitée pour enlever les manguiers et mettre du manioc à la place. C'est le bon sens qui n'est plus appliqué, j'ai envie de dire. Il est sûr que tout à l'heure, quand on écoutait votre précédente invitée, Nasser, qui expliquait que des bananiers, du manioc avaient pu être plantés sur une colline apparemment fragile, dont on sait qu'elle était fragile, sur lequel il y a déjà eu des événements quelques années auparavant, c'est un vrai problème. Oui, forcément, le bananier va accélérer la fragilisation de la pente, c'est évident. C'est quoi la solution, Anne-Constance? Parce que là, c'est à la fois, bon, c'est important ce que vous dites, mais c'est à la fois, c'est aussi inquiétant. 80% du territoire est une zone à risque, très bien. Il faut bien qu'on trouve des solutions. Alors, oui et non sur l'inquiétude. Le fait d'être sur une zone à risque ne veut pas dire que ça va s'effondrer demain. Ouais. Le tout est d'avoir conscience, de mesurer le risque et de pouvoir mettre en place des solutions de prévention pour faire en sorte que ce risque ne survienne pas. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est que personne ne prend réellement conscience de ce qu'est un risque, un aléa. Et forcément, derrière, quand l'incident survient, on est tous très bouleversés parce que ce qui s'est passé à
Kungu, c'est quand même absolument horrible. Ouais. Ce qui se passe là à Passamanti fait planer, continue de faire planer, votre précédente invitée l'a vraiment très bien expliqué, une peur permanente sur les gens, et donc forcément, ce qui était inconscient devient conscient, et on panique tous. Mais il y a des villes en métropole qui vivent avec un risque permanent et qui mettent en place des moyens pour le contourner. C'est vrai. À un autre niveau, on a aussi effectivement dans d'autres villes en Europe le risque d'un volcan, Bien le sûr. risque d'un tremblement de terre, Tout à fait. D'avalanche. ou d'avalanche, tout simplement. Sauf que là, on n'en est même pas là. Ouais. C'est bien pire que ça. J'ai envie de dire qu'il y a des quartiers qui n'étaient pas à risque quand ils ont été construits. Ils ont été construits légalement, tout se passait bien. Et aujourd'hui, ils le sont devenus Oui. parce qu'il y a eu une modification Oui. sur le périmètre. C'est la pression anthropique, effectivement. La pression. La pression anthropique, c'est-à-dire la pression On a seulement anthropique, Patrick. c'est la pression que les humains vivant dans une zone mettent sur le territoire, la zone, et donc en bouleverse effectivement les risques, et puis en bouleverse l'évolution naturelle. En gros, on a construit un lotissement à un endroit où il n'y avait pas de risque, et il y en a qui se sont mis à déboiser sur 2 km autour, Voilà, et ça devient une zone à risque. exactement. Tout à Samuel, fait. Il faudrait reprendre le problème à la base, c'est-à-dire qu'avant même de voir des risques avant de construire, aujourd'hui, il va falloir voir les risques qui ont été générés quand ça a été construit pour protéger l'existant, et après remettre les choses en ordre sur l'ensemble du territoire. Et mesurer l'évolution du risque de manière permanente, en les classant par gravité et en mettant en place ce qu'il faut pour que le risque ne se transforme pas en accident. J'ai une autre question. On a vu ce qui s'est passé à Kungu. Le préfet arrive, les pompiers arrivent, la gendarmerie, la mairie et le BRGM. Hein. Le BRGM qui fait un gros boulot pour définir Oui. les risques. Mais on a l'impression que le BRGM, il n'est pas très entendu quand même par rapport aux mairies ou aux politiques publiques, justement. Après, il y a l'environnement d'un côté, et il y a la pression humaine de l'autre, il y a la nécessité de se loger, et que forcément, ces trois impératifs ne se rencontrent pas toujours de manière efficace. C'est la preuve actuelle. est-ce qu'il faut reprendre tout à la base en termes d'information, en termes de communication on le voit, l'État le fait commence à le faire correctement en expliquant attention les cyclones, attention voilà ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Est-ce que pour protéger notre environnement, donc nos habitations, donc nos terrains, donc nos vies aussi, on l'a vu à Kungu, est-ce qu'il faut tout reprendre à la base en termes de communication? Vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas ce qu'est un risque, tant qu'on ne le mesure pas, tant qu'on ne sait pas ce qu'est un problème environnemental, forcément on ne peut pas s'en protéger. Et d'ailleurs vous le savez bien que l'éducation, que la prévention est quelque chose d'important, puisque on va mettre en place ensemble, Kwesi et Incidence, 20 émissions de 26 minutes de sensibilisation à l'environnement qui n'ont qu'un seul objectif, finalement, c'est de faire prendre conscience aux habitants de Mayotte de la nécessité impérieuse de protéger l'environnement. Et parmi les 20 émissions dont nous avons arrêté la liste en début de semaine, nous savons très bien qu'un certain nombre sont dédiés justement à ces logiques d'érosion, à ces logiques de déforestation, à ces logiques d'agriculture raisonnée qui vont permettre de faire prendre conscience à la population de l'importance de mieux prendre en compte l'environnement. Vous, en tant qu'amoureuse de la nature et de l'environnement, est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui quand vous voyez la situation à Mayotte? Et notamment aussi avec ce climat qui est ce qui est, il se dégrade, réchauffement de la planète, là on est dans une saison des pluies normales donc il pleut beaucoup. Est-ce que vous êtes inquiète? Mais forcément, évidemment que des gens comme moi on puisse être inquiets. 5,4 tonnes de terre qui partent chaque année dans le lagon, dans le nord de l'île, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous habitants. 5,4 tonnes de terre. Oui. Tous les ans. Tous les ans, dans le nord, donc je ne parle pas du sud ou d'ailleurs, dans le nord. Et c'est uniquement lié à la déforestation qui génère de l'érosion. Et quand il pleut, forcément, la terre part et ravine dans le lagon. Ça a quoi comme conséquence? Ça détruit la mangrove. Si ça détruit la mangrove, les déchets vont effectivement dans l'eau. Ça contamine les poissons, et derrière ça a des conséquences pour nous, au-delà du fait que ça détruit les coraux, etc. C'est une forme de cercle vicieux, et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Alors il y a les nouveaux statistiques de l'INSEE, les nouvelles statistiques de l'INSEE, donc on est de plus en plus nombreux.
en polémique, on est combien réellement, etc. Mais au-delà de ça, on le voit, de plus en plus de personnes, on ne prend pas en compte l'environnement et il se passe des phénomènes, des accidents tels qu'il s'en produit. Là, 3 dont vous avez donné les exemples tout à l'heure, et il pourra s'en produire d'autres, sur d'autres aspects également. Ouais, mais Flo et Sam. Oui, moi c'était justement sur le lagon. Il y a effectivement toute cette terre, et là on le voit, hein, c'est véritablement criant, Oui. cette boue qui va directement dans le lagon. Mais on voit aussi le nombre de déchets. Je sais que ça vous tient à cœur comme Oui. sujet avec le baromètre tous les ans. La plage de Koungou, Samuel en parlait tout à l'heure, c'est une décharge là depuis quelques jours. Mais ça révèle aussi quelque chose qui est très important et que les communes commencent à avoir en tête et à réfléchir à comment faire différemment. C'est qu'un service public de la collecte classique ne fonctionne pas dans les quartiers non urbanisés et qu'il faut inventer de nouvelles manières de faire. Et quand je dis inventer, c'est vraiment ça. Ce que l'on fait traditionnellement ne fonctionne pas. C'est inefficace. Quand bien même on mettrait 55 camions, 300 personnes, ça ne marche pas. Il faut réinventer de nouvelles solutions. Et ce serait quoi à réinventer? C'est quoi ces nouvelles solutions? C'est compliqué de réinventer un système. Oui, c'est compliqué, mais il faut travailler, il faut se poser des questions, il faut aller sur le terrain, il faut voir quels outils on peut utiliser pour ramasser les déchets. La réponse, elle n'est pas unilatérale. D'un quartier à l'autre, les solutions seront très différentes. Il y a des expérimentations qui sont faites avec des associations, avec ça, mais ça renvoie à ce que vous évoquiez tout à l'heure, la sensibilisation, la prévention. Il y a un travail énorme à faire auprès de ces populations qui doivent, elles aussi, dans les quartiers non urbanisés, qui doivent, elles aussi, prendre mieux en compte l'environnement, même si ce n'est pas leur préoccupation quotidienne aujourd'hui. Samuel? Pardon pour mon argot, mais c'est super flippant quand je vous écoute, parce que je regarde aussi la situation, on ne parle. Vous égarez dans le langage. Oui, Super tout à fait. flippant, vous Ouais, êtes non, lâché. c'est- Limite grossier. Il y a eu 5 morts, c'était juste de fortes pluies. C'est pas un cyclone, hein. Et on est en zone cyclonique. Quand il y aura un cyclone, ce sera une catastrophe humanitaire, écologique et sanitaire. et sanitaire. Oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On peut pas se voiler la face sur le sujet. Hein. D'où l'intérêt d'informer, de faire de la prévention, d'expliquer, de permettre à chacun de prendre conscience pour que derrière, il n'y ait plus les mêmes attentes et contraindre d'une certaine manière le pouvoir public à mieux prendre en compte les risques. Je finis, excuse-moi. Parce que quand on vit dans une poubelle hein, et qu'on ne vit que des poubelles, est-ce qu'on peut respecter les poubelles ? Je veux dire, quand on vit dans une poubelle, et qu'on se nourrit des poubelles, est-ce qu'on peut respecter l'environnement, je veux dire? Je pense que si vous faites allusion au quartier non urbanisé, je pense que la préoccupation c'est la survie. Donc on est loin d'être dans la prise en compte, de l'environnement. Il y a encore beaucoup à faire. On peut parler aussi d'assainissement, puisqu'on parle des poubelles, puisqu'on les voit qui descendent sur la plage de Koungou. Où je disais, je crois qu'1,50 m de hauteur était consacré aux déchets sur cette formidable plage de Koungou, mais à côté de ça, il n'y a pas non plus d'assainissement. Donc le pouvoir public doit faire des choses, mais la population doit aussi réenvisager sa manière de vivre. Imaginons, on est dans la fiction, j'arrive à Mayotte pour travailler, je dois me loger. Est-ce que je dois choisir l'endroit où je vais habiter en fonction du terrain ? En fonction de son environnement. Mais vous ne le ferez pas comme ça, puisque quand vous allez arriver à Mayotte pour travailler, vous allez trouver un logement disponible en fonction de ce qu'on va vous proposer. Vous n'allez pas au démarrage vous poser la question de est-ce que je suis sur une zone à risque ? Non, parce qu'en théorie, c'est au pouvoir public de se poser ces questions-là et de mettre en place les solutions adaptées. On a beaucoup parlé ces derniers jours de péril imminent. C'est au pouvoir public de déclarer que telle ou telle zone est un péril imminent. C'est pas à vous de vous poser la question. Mais si les habitants d'une zone ne mettent pas une certaine forme de pression sur le pouvoir public, tout le monde est content de ne pas mesurer l'importance de l'aléa ou du risque. Flo ? Oui, justement, tout à l'heure, vous parlez pour la collecte des déchets d'inventer un nouveau modèle. La déforestation, on est aussi sur une déforestation de survie. Est-ce que le modèle d'éducation, de communication tel qu'on sait le faire peut être efficace sur ces gens qui ne coupent pas du bois pour le plaisir de couper du bois, hein? Non, mais sur la déforestation, je crois qu'il faut être plus... il faut aller au-delà du fait de se dire que c'est de la déforestation de survie, parce que pour la survie alimentaire d'un petit groupe, vous mettez en danger la collectivité. Donc il faut être beaucoup plus ferme. Ça ne devrait pas être... Et d'ailleurs, il y a des contrôles réguliers et la loi encadre ça, normalement. Hein, absolument. La déforestation, pour moi, c'est vraiment le plus grave aujourd'hui. Ouais.
L'île est en danger? En danger, peut-être pas jusqu'à en danger. Et malheureusement, des événements comme ceux qui sont en train de se produire aujourd'hui permettent à chacun de se replonger sur ses responsabilités, même si les uns et les autres, pour tout un tas de raisons, ne le reconnaissent pas officiellement. Je crois que le malheureux drame de Koungou permet à chacun de se reconcentrer sur les dossiers, de les faire ressortir du fin fond des piles pour traiter les sujets. Quand il y a une zone de péril imminent, il faut exproprier. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Ouais, mais on les reloge où? Voilà, d'où l'intérêt sur des sujets complexes de se mettre tous autour d'une table pour travailler et trouver des solutions. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Ouais, le truc, c'est ça, on en est là, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore au stade où on a trouvé la solution pour régler le problème et donc il n'y a plus qu'à trouver les moyens pour le mettre en application. On n'en est pas encore là. Non. Il faut juste déjà commencer à réfléchir à trouver des solutions. Oui. C'est ça? Exactement. Merci beaucoup Anne-Constance d'être venue sur ce plateau. On rappelle, hein, vous êtes la responsable du cabinet Incidence et vous occupez pas mal d'environnement et notamment de formation et de communication autour de la protection de l'environnement et notamment de notre 101e département. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.